Oui, moi je ne doute pas que ce soit écrit bien évidemment les collectivités en étaient informées, mais je pense que manifestement les élus que nous avons auditionnés n'avaient pas en tête ce dispositif qu'il faudra peut-être leur rappeler. Bah, écoutez, c'est ce qu'ils ont dit hier Des collectivités territoriales particulièrement qui gèrent Monsieur le Président Ramon des qui a collectivités expliqué que territoriales lui, qui pour gèrent lui, c'était plusieurs millions 23. d'euros de budget, Donc qui ne sont voilà. pas au courant Bah, de ce que écoutez, les appels de fonds sont indexés. vous le direz au président du conseil départemental du Je Tarn. pense qu'il le précisera lui-même à l'écoute évidemment de cette audition pour venir nous confirmer qu'il a bien signé cette convention financière et qu'il est parfaitement au fait de ce que ces appels de fonds sont indexés conformément à ce qui est prévu. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit hier en commission. Voilà. Je pense qu'il rectifiera Voilà. évidemment, mais moi c'est pas ce que j'ai entendu de la part de M. Ramon sur ce sujet-là. On a- J'ai compris que le petit débat n'appelait pas de réponse de ma part. Alors, un petit mot sur le photovoltaïque peut-être. Alors, le photovoltaïque, ce sont des éléments qui ont été effectivement avancés par Atosca dans le cadre de son offre. Et on retrouve dans l'annexe 12 l'évocation de ce sujet. Comme votre questionnaire le présuppose, effectivement, on a dans l'annexe 12 à la fois des éléments qui correspondent à des engagements fermes du concessionnaire, pris en compte dans l'analyse de son offre et qui font partie intégrante du projet sur lequel nous allons exercer notre contrôle. Et on a des éléments qui correspondent à des ambitions du concessionnaire. Donc effectivement, l'évocation du projet photovoltaïque est introduit par le terme « le concessionnaire entend ». Donc le littré permet d'avoir l'exégèse du terme, du verbe « entendre » dans cette acception et nous renvoie à « envisage de ». Voilà. Donc le concessionnaire envisage de réaliser des parcs photovoltaïques. Dans le fond, c'est un projet qui est parfaitement cohérent avec la politique énergétique du gouvernement, puisque le gouvernement souhaite favoriser le développement des énergies renouvelables. Le solaire est bien évidemment une énergie renouvelable. Et lorsque nous avons eu à analyser ce sujet-là, cette ambition nous a semblé tout à fait conforme à la politique du gouvernement, et donc il n'y avait pas lieu que nous censurions cette ambition du concessionnaire. Évidemment, la mise en œuvre effective de ce projet est sa seule et entière responsabilité, y compris d'ailleurs en termes d'autorisation administrative. On est sur un projet qui est parfaitement indépendant du projet autoroutier. Nous, ce qui nous intéresse au titre de contrôle des autoroutes, c'est effectivement le service public autoroutier concédé. Et c'est un projet le projet photovoltaïque, qui est effectivement intéressant et cohérent avec la politique du gouvernement, mais absolument indépendant du service public autoroutier. Et donc, c'est sa responsabilité de le faire. Donc, il aura à déposer, le moment venu, s'il le souhaite, une demande d'autorisation environnementale. Il aura à démontrer qu'il respecte la réglementation au titre du Code de l'environnement. Il aura à mener son projet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce projet a été pris en compte dans les recettes prévues par la société concessionnaire. Donc dans les XCN, dans les prévisions de recettes, effectivement, on a une petite partie qui correspond à des redevances qui seraient payées par le projet photovoltaïque, qui correspondent à, pas vous dire de bêtises, 3%, 0,3% du chiffre d'affaires prévisionnel, donc c'est effectivement infime. Prévision de recettes qui ont conduit, donc on est sur des recettes supplémentaires, et donc ça a été pris en compte dans la subvention d'équilibre, c'est-à-dire que les 0,3% de recettes supplémentaires ont conduit Atosca à réduire d'autant sa subvention d'équilibre. Et si on a des recettes supplémentaires, c'est-à-dire que si Atosca a un chiffre d'affaires supplémentaire du fait de ce photovoltaïque, donc si on dépasse les montants d'XN, on mettra en œuvre les clauses de partage des fruits. Donc de toute façon,
l'intérêt général, enfin les intérêts publics, ceux de l'État et ceux des usagers, gagnent toujours dans cette affaire. C'est-à-dire soit il a pris en compte les recettes dans son plan et il a eu une offre plus performante, puisque du coup la subvention d'équilibre a été diminuée d'autant, soit il les a pas pris en compte et on partagera à l'avenir. Bon, d'une certaine manière, pour résumer ça peut-être un peu trivialement, on gagne tout le temps. Plus ou moins. Oui, alors après, dans la mesure où c'est son risque, et dans le cas où celui-ci considère qu'il y a suffisamment d'incertitudes sur son projet, ce que je ne conteste pas, hein. Enfin, évidemment, nous, on s'est concentré, lui s'est concentré sur l'appel d'offres autoroutier, et donc le sujet qui a été le plus étudié par le concessionnaire dans le cadre de l'appel d'offres, c'est l'objet autoroutier, ce qui est assez logique. Il est assez pertinent de considérer qu'il y a une marge d'incertitude sur la mise en œuvre de ce projet. Madame la rapporteure, je vais vous donner la parole. Peut-être que vous pourriez nous confirmer aussi à ce titre que c'est pour ces raisons, dans la mesure où il est envisagé des prévisions de chiffre d'affaires supplémentaires, que ces éléments-là ont été grisés parce que soumis au secret des affaires, pour éviter tous les malentendus sur le fait qu'on aurait voulu cacher à qui que ce soit cette situation-là. Merci. Oui, on est sur une activité commerciale, on est sur ce qu'on appelle les recettes annexes de la concession, et donc s'agissant de recettes, on est sur des données à valeur commerciale, et donc il était logique, compte tenu de la définition extrêmement large du secret des affaires, de la griser. Alors, oui, donc sur ce sujet-là, donc effectivement, vous faites référence au Littré. Alors moi, je vais faire référence à mon Larousse personnel. Et dans mon Larousse personnel, c'est évidemment un paragraphe, à 2 reprises d'ailleurs, qui est grisé, une fois en page 6, une fois en page 21. Et dans mon Larousse personnel, je lis, et ce n'est pas moi qui l'ai mis en caractère gras, la police de caractère est en gras, une dizaine... Alors, Atosca a d'ores et déjà engagé une étude prospective sur ce projet. Une dizaine de sites répondant aux premiers critères. Alors, déjà, première phrase, Acosta a d'ores et déjà engagé une étude prospective sur ce projet. Donc, j'imagine qu'il vous l'a communiqué pour que, effectivement, cela puisse faire partie des conditions du contrat et que vous avez cette étude prospective. Et si vous avez cette étude prospective, vous avez donc également, ce qui suit en caractère gras, une dizaine de sites répondant aux premiers critères de délaissement et sans enjeux environnementaux. C'était en caractère gras. Donc, qui a déterminé les critères de délaissement? Qui a déterminé qu'il y avait enjeu environnemental ou pas? Étant observé que ce sujet-là ne fait pas partie des éléments qui ont été examinés par l'autorité environnementale. Et ensuite, donc, ont été identifiés avec un objectif d'installer 40 mégawatts. Alors, 40 mégawatts, même si nous avons un petit débat avec M. Baudard, qui considère que pour une ferme photovoltaïque, pour 1 mégawatt, il faut 1 hectare, et que toutes les publications scientifiques indiquent que c'est plutôt 2 à 3 hectares, mais admettons, ça fait ou 40 ou 80 ou 120, mais ça fait quand même pas mal d'hectares. Donc, d'installer 40 mégawatts opérationnels, c'est écrit, hein, et c'est signé dans le contrat, opérationnel dès la mise en service de l'autoroute. Alors là, c'est moi qui souligne le caractère gras, c'est écrit dès la mise en service de l'autoroute. Et puis ensuite, une joint venture sera créée spécifiquement avec un développeur de projets d'énergie expérimentés. On le découvre, qui c'est Gaïa Énergie, page 21, le groupe Pierre Fabre et Atosca. Et donc, du coup, vous me permettrez de nous interroger quand nous découvrons à l'étude du contrat que c'est quand même une dimension, certes, qui participe de la politique gouvernementale et que potentiellement, en tant qu'écologiste, je peux approuver de l'énergie renouvelable, des panneaux photovoltaïques. Pour autant, j'ai un souci, un double souci, d'abord les conditions juridiques et financières, puisque c'est l'objet du contrat de concession, et de découvrir ainsi des conditions financières qui pourraient avoir été modifiées. Alors certes, vous me dites à 0,3%, on va y revenir parce que c'est, je pense, les redevances à ôter, mais donc on va en reparler. Mais également le fait que c'est écrit dès la mise en service de l'autoroute, alors même que maintenant on nous dit que c'est une intention, qu'il y a des prospections, etc., alors même que vous a été communiqué une étude prospective sur ce projet, puisque une dizaine de sites répondant
aux premiers critères de délaissement et sans enjeux environnementaux ont été identifiés, et qu'enfin, je m'interroge sur quels sont ces délaissés si importants que l'on puisse produire à hauteur de ces délaissés sur une emprise dont vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle aurait été réduite, puisque cela faisait partie des 1/4 d'optimisation proposée par Atosca pour une réduction d'emprise. Mais où sont donc ces délaissés si importants qu'à hauteur de 40 hectares ou 80 ou 120, on puisse produire 40 mégawatts dès la mise en service de l'autoroute? Et puis enfin, bon, évidemment, la cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, le gâteau du contrat, c'est qu'on a un développeur d'énergie. On a le groupe Pierre Fabre qui apparaît pour la deuxième fois, alors qu'on nous avait indiqué que ce groupe Pierre Fabre était un lobbyiste convaincu, et bon, je n'ai pas de problème là-dessus, de la 69, mais qu'au bout du compte, il apparaît Tarn Sud Développement en août 2023, et on reparlera des statuts de Tarn Sud Développement qui ont été déposés en août 2023, de transformation de Opal Invest 10 000 € à Tarn Sud Développement 8 600 000, avec toujours la question qui est posée de qui sont ces entreprises, parce qu'il nous en manque 3, où nous voyons apparaître le groupe Pierre Fabre, à hauteur de 5,3% du capital pris à Saint-Die, et nous voyons apparaître Atosca. Et nous avons un élu de la communauté de communes Sort et Agou qui nous dit que, effectivement, la semaine dernière, il lui semble, mais il va nous le confirmer précisément, il a été démarché par Gaïa Énergie. Il ne se souvenait plus du nom des personnes de Gaïa Énergie, il va nous le communiquer également, mais également par Atosca, en la personne de M. Gerlinger, ça on n'oublie pas. Donc, bon, vous comprendrez bien qu'au-delà de la question du secret des affaires, qui quand même m'interpelle, pour 55 ans, on ne sait pas qu'il y a eu dans le contrat signé entre l'État et les concessionnaires une partie quand même significative relative à la question de production d'énergie renouvelable. Pourquoi ce mystère? Et puis, deuxièmement, évidemment, les impacts environnementaux qu'il va pouvoir y avoir, puisque naturellement, nous ne sommes pas sans ignorer que pour ensuite faire du photovoltaïsme, il faut des autorisations environnementales, mais pour autant, avant de le faire et de les installer, les panneaux, il faut que ce projet ait été vu dans le cadre de l'autorisation de l'autorité environnementale précédente. Or, cela n'a pas été examiné. Donc, il y a des multiples questions qui se posent, à la fois sur le parcellaire, à la fois sur l'équilibre financier, et enfin, sur les recettes annexes, dont vous nous dites 0,3% du CA, parce que si vous faites des redevances AOT sur des parcelles qui sont des délaissées, évidemment, votre redevance, elle ne va pas être très élevée. Si vous faites des redevances AOT sur des parcelles qui sont équipées de photovoltaïques, vous comprendrez bien que l'intérêt général par rapport à l'intérêt privé, celui qui gagne, ce n'est pas forcément l'intérêt général. Là, en l'occurrence, il gagne par rapport à la production d'électricité, il n'y gagne pas par rapport à la valorisation des redevances AOT, parce qu'une parcelle équipée de panneaux photovoltaïques, ce n'est pas la même redevance qu'une parcelle de délaissés. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui se posent à ce sujet et pour lesquels, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, mais je ne doute pas que vous ayez des réponses à la fois sur l'emprise, à la fois sur l'étude prospective qui a dû vous être adressée, sur le fait qu'on nous dit dès la mise en service, et donc si c'est dès la mise en service, ça veut dire qu'on attend que ces 40 mégawatts produisent des ressources et des recettes dès la mise en service, et dès la mise en service, ce n'est pas une intention. Et enfin, sur, évidemment, la question relative aux prévisions de recettes de ces 40 mégawatts sur les 55 ans, parce que ce n'est pas neutre. Un territoire qui est prévu à la fois pour une autoroute et pour l'installation de photovoltaïque, dans un contexte où, évidemment, on cherche à préserver la ressource agricole et notre souveraineté alimentaire. L'agrivoltaïsme, ça a des avantages, mais des inconvénients. Quand c'est sur les hangars, ça a des avantages. Quand c'est sur de la terre arable, ça a des inconvénients. Et ça a fait l'objet d'un grand débat à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Monsieur Balderelli, pour peut-être lever définitivement tous les doutes autour de ces photovoltaïques. Oui, c'est une thématique. Alors, j'ai une thématique sur laquelle je ne suis pas vraiment certain d'avoir identifié les questions et les éléments qui relèvent d'un énoncé. Mais je vais essayer de clarifier, en tout cas en ce qui concerne l'État concédant, la façon dont cette affaire se présente.
On a le long des autoroutes, c'est vrai pour la 69 une fois qu'elle sera mise en service, et c'est vrai pour l'ensemble du réseau autoroutier concédé, on a un potentiel d'espace qui présentent des caractéristiques favorables au développement de photovoltaïque. Des boucles de diffuseurs, des espaces qui sont laissés, qui manifestement ne peuvent pas donner lieu à une occupation quelconque. Et donc on est sur un linéaire extrêmement important. On a 9200 km d'autoroutes concédées, on a 20 000 km de routes nationales et un peu plus si on prend en compte l'ensemble des routes avec échangeurs dénivelés. Et donc on a un potentiel. Ce potentiel, il est légitime et juste dans une optique d'intérêt général de l'exploiter. Il me semble que du coup, là-dessus, nous sommes tous d'accord. Voilà. Dans le cadre du projet, Atosca a fait une étude. Je ne sais pas si l'étude d'ailleurs nous avait été communiquée dans les pièces de l'Europe. Je ne pourrais pas vous dire, je vérifierai, puis je demanderai à Atosca. Je ne sais pas, mais enfin, en toute hypothèse, c'est donc d'une certaine manière inciter les concessionnaires à développer ce genre d'activité, ça participe, d'un usage rationnel du foncier, ça participe de l'indépendance énergétique. Donc ça nous semble parfaitement légitime. Après, le projet qui a été envisagé par Atosca, je dis bien envisagé, c'est leur responsabilité. Il n'est pas impossible qu'ils aient été un peu ambitieux sur le potentiel photovoltaïque et sur le calendrier. D'une certaine manière, c'est des éléments sur lesquels je ne l'ai pas pris en compte dans le cadre de l'analyse des offres. Voilà. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'ils s'engagent au titre des engagements environnementaux. J'ai pris en compte des engagements environnementaux, le fait qu'ils vont avoir un passage à faune plus large, un emplacement, le fait qu'ils vont faire des installations de recharge de véhicules électriques, je l'ai pris en charge. Ça, je ne l'ai pas pris en charge parce que manifestement leur projet était en phase extrêmement amont. C'est pour ça que dans l'annexe 12, il est évoqué comme une ambition du concessionnaire. C'est ce qu'ils visent. Je ne peux pas leur reprocher d'être ambitieux. D'une certaine manière, c'est leur responsabilité. Hein, c'est leur responsabilité. Donc, ils nous disent, j'envisage... Pas du tout. Donc, ils annoncent une ambition extrêmement forte. En tout cas, en ce qui me concerne, ça n'a pas été pris en compte dans l'analyse des offres proprement dites. Manifestement, d'ailleurs, c'est dans l'intérêt du projet autoroutier, le niveau extrêmement amont du projet tel qu'il l'avait défini en 2021 pendant la consultation ne me permettait pas raisonnablement de lier ce projet à l'autoroute. En tout cas, ce n'est pas le souhait de l'autorité concédante. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est que l'autoroute soit réalisée dans les meilleures conditions de sécurité, de commodité pour les usagers, de manière à délivrer un service. Le fait qu'ils envisagent de faire du photovoltaïque, c'est leur responsabilité. Donc c'est pour ça qu'ils auront, s'ils poursuivent le projet, je ne sais pas s'ils poursuivent ou s'ils ne poursuivent pas, c'est leur responsabilité. Encore une fois, si les recettes qu'ils ont envisagées dans le cadre de la consultation, si le projet ne se fait pas et que les recettes qu'ils avaient envisagées n'arrivent pas chez Atosca, c'est leur responsabilité, c'est leur risque, de la même manière que le risque trafic est leur responsabilité. Donc s'ils ne le font pas, d'une certaine manière, l'autoroute fonctionnement, et donc ils auront à défendre, à monter un dossier d'autorisation environnementale, à passer en enquête publique, à démontrer, le cas échéant d'ailleurs, vous l'avez évoqué, mais si des sites qui sont aujourd'hui identifiés comme des sites de compensation dans le cadre de l'autorisation environnementale de l'autoroute devaient demain supporter du photovoltaïque, ils auraient à compenser, c'est-à-dire l'état initial du projet photovoltaïque prendra en compte le fait que ces projets ces surfaces ont été fléchées pour des compensations environnementales, et donc ils devront en tenir compte. Ils devront convaincre l'autorité environnementale, ils devront convaincre les services de l'État qui instruisent ce dossier qu'ils assurent à la fois... ils assurent les conditions du Code de l'environnement, c'est-à-dire la démarche éviter, réduire, compenser. Ils devront le faire pour le projet photovoltaïque comme ils l'ont fait pour l'autoroute. Donc ça me semble extrêmement clair, et ils ont encore assez loin du but. Sur ce projet photovoltaïque. Ils sont encore assez loin du but. Donc ils ont marqué une ambition qui est de faire la mise en service. D'ailleurs,
un des éléments importants, c'est le foncier. Le foncier, il se répartit en deux catégories. Il y a le foncier qui sera inclus dans le domaine public autoroutier concédé. Une fois que le projet sera mis en service, le concessionnaire a l'obligation de délimiter le domaine public autoroutier concédé, qui est le domaine sur lequel le concédant exerce sa responsabilité, parce que c'est le domaine qui est nécessaire, et donc qui prend en compte la trace de l'autoroute. Et évidemment, lorsqu'on a une bretelle, une boucle de diffuseur, au milieu de la boucle du diffuseur, on ne va pas le sortir du DPAC, c'est dans le DPAC. Donc ça, c'est d'une certaine manière le domaine qui est sous la responsabilité du concédant. Si le concessionnaire veut implanter du photovoltaïque sur ces surfaces, il aura à nous informer et nous aurons à vérifier avec lui quelles sont les conditions. Parce qu'on peut avoir des conditions d'accès. Il est hors de question que le concessionnaire aménage sur une boucle de diffuseur autoroutier un passage à niveau pour pouvoir aller desservir les photovoltaïques, et donc il aura à élaborer un dossier, y compris vis-à-vis de nous, pour voir dans quelles conditions il va développer ce parc photovoltaïque et l'exploiter dans la durée, sur le domaine public autoroutier concédé. Dans le cas de ces acquisitions foncières, le concessionnaire va acheter des terrains au-delà de la trace du domaine public autoroutier concédé pour réaliser ses installations de chantier, pour réaliser, dans le cas des accords qui va passer amiable, d'acquisition amiable avec les riverains. Donc ce domaine-là ne sera pas classé dans le domaine public autoroutier concédé. Le droit de délaissement, je ne sais plus. Alors, en tout cas, les anciens propriétaires ont droit de retour, droit de priorité. Ont un droit de priorité, c'est-à-dire que s'il veut les vendre, il devra d'abord les rendre d'une certaine manière aux anciens propriétaires, et le cas échéant, et pour le reste, les aliéner librement, comme le stipule le contrat, c'est normal, parce que ce sont des terrains qui ne participent pas du domaine public autoroutier concédé, donc du coup, il en fera ce qu'il veut, et avec qui il veut, pour faire l'activité qu'il souhaite, y compris le cas échéant du photovoltaïque, s'il réussit à obtenir les autorisations. Voilà. Donc, d'une certaine manière, pour nous, les choses sont extrêmement claires, et c'est même une préoccupation qu'on a de déconnecter le projet autoroutier du projet photovoltaïque, dans la mesure où il est hors de la même façon que financièrement, il est hors de question que le projet photovoltaïque consomme des ressources de l'autoroute. Les ressources de l'autoroute, c'est-à-dire les concours publics et le péage, ont vocation à servir exclusivement le service public autoroutier. Et hors de question qu'avec cet argent, il aille faire d'autres types d'activités. Donc, dans le cadre de l'activité de l'autoroute, il aura peut-être des dividendes. À ce moment-là, les dividendes, c'est son argent à lui. Il en fait ce qu'il en veut. Mais en tout état de cause, dans le modèle économique de la concession, il est hors de question de distraire des ressources des usagers pour aller faire des activités qui n'ont rien à voir. Bien sûr, toutes les recettes tirées de l'exploitation du domaine public autoroutier concédé font partie des recettes de la concession. Alors, classiquement, on a quoi? Classiquement, on a... Alors là, il n'y a pas d'aire de service, mais enfin, on a les redevances payées par les pétroliers. On peut avoir... il va installer des installations de recharge de véhicules électriques, donc il y aura des recettes. On peut avoir la location de fibres. Lorsqu'on fait une infrastructure de transport, on va fibrer le linéaire de l'infrastructure. On va dimensionner les fourreaux sans doute de manière assez généreuse pour pouvoir prévoir l'avenir. Il arrive assez souvent, d'ailleurs ça fait partie des recettes annexes que les sociétés concessionnaires d'autoroutes perçoivent, qu'elles va louer soit de la fibre noire, de la fibre désactivée, soit de la place dans des fourreaux. C'est pareil, c'est des recettes annexes réalisées sur le domaine public autoroutier concédé qui sont prises en compte dans les recettes de la concession. Voilà, les recettes de la concession, c'était une de vos questions, ce sont les recettes réalisées par le concessionnaire sur le domaine public autoroutier concédé. Merci Madame la rapporteure. Oui, donc merci de vos réponses. En fait, vous aurez compris ma préoccupation, ce qui est celle de savoir quelle est l'emprise de l'autoroute affectée à l'intérêt général de la mobilité et donc du déplacement, et de m'assurer, du fait des ambitions qui sont effectuées de 40 mégawatts, de ce que dans cette emprise autoroute n'y figure pas plus de délaissés qu'il n'aurait été nécessaire pour arriver à une production aussi importante. J'aurais découvert, à l'issue dans le cadre de la commission d'enquête, j'aurais découvert qu'il y avait un objectif de 4 mégawatts, je ne vous aurais pas posé ces questions. À hauteur de 40 mégawatts, on peut quand même considérer que beaucoup de questions restent en pendante.
notamment sur l'étude prospective et notamment sur ce que Atosca et vous-même, puisque vous l'avez signé, appelez des critères de délaissement et sans enjeux environnementaux pour une telle surface. Voilà, c'est quand même une question qui reste pour l'instant pendante. Vous avez fait des réponses qui correspondent évidemment à la question des délaissés de façon classique, comme on peut les trouver dans toutes les structures routières, autoroutières, ou même d'ailleurs voies ferrées, etc., ferroviaires. Il y a un potentiel en effet sur ces sujets-là, et j'entends bien que le gouvernement puisse y avoir un intérêt à y réfléchir. C'est une question effectivement sur laquelle je pourrais être tout à fait favorable. À hauteur de 40 mégawatts sur une autoroute qui fait 53 km, j'avoue que quand même j'ai quelques interrogations sur la surface des délaissés. Bon, on y reviendra. Si vous pouvez nous communiquer. Peut-être pas avoir un élément. Termine. Peut-être juste pour rebondir sur cette question-là, et pour avoir peut-être votre avis Je ne termine pas. Sur le fait, non mais juste, pour avoir le fait que peut-être le concessionnaire ait été ambitieux, comme vous l'avez dit, mais peut-être ne voulait pas être aussi limité, que donc il a prévu quelque chose de, j'allais dire, très disant pour ne pas être limité dans le cadre de ces projets. C'est quelque chose que vous regardez, ça? Il n'aurait prévu aucun projet photovoltaïque dans son offre et il serait venu nous voir après en voulant développer du photovoltaïque sur les délaissés. Ça n'aurait pas changé grand-chose en réalité. Sur toutes les concessions historiques, on a aujourd'hui des échanges avec les concessionnaires sur la valorisation de délaissés. Bon, après, je ne sais pas pourquoi Atosca a fait montre de cette ambition dans le cadre de son offre. Enfin, en tout état de cause, il s'est bien gardé. Voilà, il n'était pas obligé de le faire. C'est pas un engagement, en tout cas vis-à-vis de nous. Peut-être voilà, c'est un souci de transparence du concessionnaire. Monsieur le Président a raison. Bien, on va prendre ce trait d'humour comme un trait d'humour. C'est un élément d'explication, Madame la rapporteure. Voilà. Donc je reprends sur mon déroulé et mon questionnement, qui reste, malgré vos réponses pendantes sur ce dossier. Je reposerai évidemment les questions à Tosca et évidemment j'attends que vous nous communiquiez quand même des éléments qu'ils ont dû vous communiquer puisque vous avez mentionné cette information en caractère gras. Donc bon, voilà. Enfin, une dernière question sur ce sujet-là avant d'aborder le reste. C'est s'agissant des délaissés, vous avez bien dit, c'est du domaine public concédé. Quid à l'issue du contrat de ce domaine public concédé qui aura été équipé de panneaux photovoltaïques et donc sur le retour dans le domaine public non concédé? Qu'est-ce qui est prévu sur ces sujets-là, puisque c'est un vrai sujet pour la 69, mais de façon générale pour l'ensemble des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires, quoique ferroviaire c'est un petit peu différent puisque c'est SNCF, mais en tout cas routière et autoroutière en particulier, qu'est-ce qui est prévu et dans ce cas de figure particulièrement? C'est Baldarly. À ce stade, le concessionnaire ne nous a déposé aucune demande formelle d'installer des panneaux sur du domaine public autoroutier concédé, qui sera délimité à la mise en service. Et donc, les conditions de devenir de ces panneaux, alors je ne pense pas que les panneaux, d'ailleurs, aient une durée de vie qui excède la durée de la concession. Donc, à mon avis, la question se reposera en cours d'exécution de la concession. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, ils ne nous ont rien demandé d'installer sur des délaissés. Ils ont juste fait part de cette ambition dans l'annexe 12. Et encore une fois, que nous avons vocation à accompagner puisqu'ils participent à une politique du gouvernement. Et donc, nous verrons les conditions dans lesquelles ils souhaitent les implanter. Et très probablement, tout de même, on peut penser qu'on aura une durée de vie des panneaux. C'est des contrats qui durent une trentaine d'années, qui sera inférieure à la durée de la concession. Donc en fait, les conditions dans lesquelles on récupérera tout ça au bout de 55 ans se poseront dans la deuxième phase, s'il y a renouvellement ou pas, si le fait d'installer des panneaux photovoltaïques dans 30 ans reste un sujet d'actualité efficace, correspondant à une politique du gouvernement, ça j'en sais rien. Merci, Madame. Ouais. Merci, Madame la rapporteure.
On peut, si si vous vous voulez bien poursuivre reprendre le les questions. déroulé, puisque nous sommes attardés sur ce point-là. Alors, on peut dire un petit mot de la modification de l'actionnariat, ce qui me conduit à peut-être à commencer par l'exégèse de ce que nous vous demandons dans l'annexe 16, puisque l'annexe 16 est une annexe un peu spécifique dans laquelle le contrat de concession, il lie l'État concédant au concessionnaire. Là, l'annexe 16, elle va lier l'ensemble des actionnaires de la société concessionnaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on prévoit une annexe 16 ? En termes de délégation de service public, on est dans l'intuitu personné. Et donc, dans le cas de la consultation, on va avoir des candidats qui vont déposer des offres. On a une phase de candidature, c'est-à-dire qu'on va évaluer est-ce que le groupement présente les capacités financières, techniques, industrielles de réaliser l'opération. On va les évaluer pendant cette phase de candidature. Après, on signe le contrat de concession avec une société ad hoc créée par les membres du groupement selon une répartition qui est communiquée dans le cadre de l'appel d'offres. Donc on a besoin, pendant les premières années de la concession, d'avoir l'assurance que ce sont bien ces membres du groupement qui resteront les actionnaires de la société concessionnaire d'autoroute, de manière à donner du sens au fait qu'on a une pérennité entre les entités dans lesquelles on a évalué les capacités techniques, juridiques, financières et l'entité qui va réaliser le projet. Donc on a deux périodes dans cette annexe 16. On a une première période qui va jusqu'à 2 ans après la mise en service, dans lesquelles les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent vendre leur participation sont extrêmement restrictives. Et on a une période après 2 ans après la mise en service, c'est-à-dire où les risques les plus importants du projet sont derrière nous, le risque de construction est derrière nous, et le risque trafic, alors le risque trafic, lui, il reste pendant 50 ans, mais au moins, après les 2 premières années de mise en service, on commence à avoir une visibilité sur une tendance, tendance qui n'empêche pas, évidemment, tout risque ultérieur de se réaliser, confère la crise sanitaire de 2020, qui s'était traduite par une baisse de 20% du chiffre d'affaires des sociétés d'autoroutes. Donc, après ces 2 ans, on va être uniquement intéressé par des changements de contrôle. C'est-à-dire que les actionnaires, dans leur ensemble, ont le contrôle de la société concessionnaire. C'est eux qui prennent les grandes orientations. Et donc, si on a un changement de contrôle, là, d'une certaine manière, on va véritablement changer d'interlocuteur principal. Et là, c'est soumis à un avis de l'État. Pendant cette période de 2 ans, pendant la mise en service et 2 ans après la mise en service, on a un contrôle qui est beaucoup plus restrictif. Dans le cadre de la consultation, donc les membres du groupement, c'est ceux que vous connaissez. Donc on a NGE, donc le constructeur, c'est celui avec lequel la société concessionnaire a signé un contrat de conception-construction, c'est lui qui prend la responsabilité de la construction. Sur un constructeur, c'est plutôt normal. On a Ascendi qui est l'exploitant, donc c'est lui qui va prendre la responsabilité, alors non pas du risque trafic, non pas de l'exploitation, mais de la performance d'exploitation, la performance du système de perception du péage en flux libre, la perception de réalisation des opérations d'exploitation, intervention sur accident, etc. Donc on a l'exploitant qui est à la fois actionnaire de la société concessionnaire, qui est membre du groupement et qui est celui avec lequel la société concessionnaire va signer le contrat d'exploitation. Et on a des investisseurs financiers, puisque ni NGE, ni Ascendi ont la capacité de porter la totalité des fonds propres. On est 125 millions d'euros de fonds propres, donc c'est des sommes extrêmement considérables que ni NGE, qui est quand même une société de bâtiments, travaux publics, et Ascendi, qui est un exploitant autoroutier, ont la capacité à apporter. Donc on a des financiers qui, eux, dont la seule responsabilité, c'est d'apporter les financements. Et donc c'est cet ensemble qui s'engage au titre du groupement à être les actionnaires de la société concessionnaire pendant quelques années. Pendant la consultation, NGE, enfin le groupement, nous a indiqué envisager, donc il y a des choses qu'ils ont envisagées qui vont avoir quelques difficultés à faire, puis il y a d'autres choses qu'ils ont envisagées qui se passent manifestement un peu mieux, envisager, céder une part minoritaire des capitaux de la société concessionnaire à un groupement d'entreprises locales. Bon, donc ils l'ont annoncé dans le cadre de la consultation. C'est à quelle date, c'est ça ? Ils ont annoncé ça dans leur offre courant 2021. Voilà, courant 2021, ils ont annoncé envisager. Voilà, envisager. Donc ils nous ont dit, est-ce que ça vous pose des difficultés ?
Alors, dans la mesure où cette part reste minoritaire, donc dans l'annexe 16, vous avez vu qu'on a plafonné ça à 10%, ça ne nous semble pas poser de difficulté, rester cohérent avec le fait que le groupement, les actionnaires restent bien les membres du groupement, et même si ça reste des sommes qui sont quand même en valeur absolue assez considérables, parce que 10% des capitaux de la société concessionnaire, c'est plus de 10 millions d'euros. D'ailleurs, in fine, ils sont à 5,3, je sais plus, voilà, un peu plus de 5%. Donc finalement, on voit bien que les sommes injectées sont quand même assez considérables. Ils ont demandé la possibilité que, après la signature du contrat, ils puissent réaliser cette substitution, ce qui ne pose, donc ça pose pas de problème vis-à-vis de la consultation. Sur le fond, le fait qu'on ait des actionnaires qui sont représentants des acteurs du territoire, ça nous semble plutôt une bonne chose, que les acteurs du territoire prennent une participation dans la société concessionnaire. Quel est le rôle de l'actionnaire, en fait? Le rôle de l'actionnaire, c'est de diriger la société concessionnaire, mais c'est aussi, si les choses tournent mal, d'assumer leur responsabilité d'actionnaire et potentiellement de réinjecter des fonds dans la société concessionnaire. On l'a vu, dans le cas de l'autoroute A65, voilà, c'est un exemple qui en plus est particulièrement adapté. Voilà, particulièrement adapté. Voilà. Oui, mais finalement, ça se passe bien la 65. Ça se passe bien la 65. Dans le cas de la consultation, l'État avait prévu 500 millions d'euros de subventions. Finalement, il n'y a pas eu de concours public dans la 65, si ce n'est la déviation d'Air sur l'Ardour. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Les actionnaires avaient été ambitieux avaient été ambitieux. Finalement, les trafics observés sont très inférieurs aux trafics qui ont été les trafics réalisés sont très inférieurs aux trafics qui avaient été envisagés. Les actionnaires ont injecté, je l'avais dit d'ailleurs la dernière fois ou celle d'avant, je ne sais plus, des fonds propres représentant à peu près la moitié des fonds propres initiaux. Bon, ils ont tenu leurs engagements. Et M. Balderelli, quand on ignore la dimension environnementale d'une infrastructure pour s'en tenir uniquement à savoir si c'est une bonne ou mauvaise affaire, en effet, on peut considérer que c'est une bonne affaire à l'aune de vos critères. Mais une infrastructure, aujourd'hui, elle doit être examinée également à l'aune de sa trace sur le plan environnemental, et c'est bien pour cela que pour la 69, nous sommes sur ce sujet-là en désaccord, manifestement. La bonne affaire n'est pas une bonne affaire pour l'environnement. Alors, c'est évidemment pas ce qu'a dit le Conseil d'État sur ce sujet-là, mais on sort du volet financier, là on est sur le financier. Si on peut se tenir au volet financier. On a un service moi je suis responsable d'assurer, de faire en sorte que les concessionnaires assurent aux usagers un service public de bonne qualité au meilleur coût. Et le concessionnaire est tenu de respecter l'ensemble des contraintes et des enjeux tels qu'ils sont prévus par la réglementation. Donc, dans le cadre de la 65, les autorisations ont été obtenues, le projet a été poursuivi. Aujourd'hui, le projet rend le service pour lequel le projet a été conçu. Et de la même manière que pour A69, mon objectif principal, c'est d'assurer la construction de l'autoroute dans les meilleures conditions, de manière à ce que les intérêts d'usagers et le service public puissent être délivrés, je le rappelle, dans des conditions qui sont très avantageuses par rapport aux conditions, à la subvention d'équilibre et équivalente en termes de coût pour l'usager. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je considère que l'appel d'offres d'A69 s'est passé d'excellente manière. On a même amélioré le volet environnemental avec des engagements supplémentaires du concessionnaire par rapport à ce qui avait été prévu dans l'enquête publique. Après, on pourrait dire que par principe et de manière on va dire, en termes de politique publique, vous considérez qu'il ne faut pas réaliser d'autoroute. Moi, je peux pas, voilà, c'est pas ma préoccupation. Je suis pas payé pour ça. Moi, je suis payé pour faire dans le sens des intérêts des usagers. Et donc, dans la capacité. Bien sûr, nous portons une politique de transition écologique et de cohésion des territoires. C'est d'ailleurs pour ça que le fait que le concessionnaire ait envisagé de développer des panneaux photovoltaïques nous a semblé plutôt une bonne idée. C'est de la même façon que laquelle une partie d'actionnaires représentant le territoire s'engagent dans cette opération, dans leur capacité à apprécier l'intérêt de l'infrastructure dans la durée et de pouvoir assumer la responsabilité d'actionnaire. Ça nous semble beaucoup plus pertinent d'avoir des acteurs actionnaires qui sont des acteurs du territoire plutôt que d'avoir un fonds de pension immatriculé au Caïman. Donc, d'une certaine manière, le concessionnaire l'a proposé, d'ailleurs le candidat l'a proposé,
il n'y avait pas d'objection juridique à ce qu'on laisse la possibilité, dans une limite qui conduise à ne pas remettre en cause les conditions de l'appel d'offres. Sur le fond, ça nous semblait plutôt pertinent, donc on l'a autorisé. Il se trouve que le concessionnaire a effectivement demandé à mettre en œuvre cette disposition fin 2022. On a eu un processus un petit peu long d'instruction de cette demande, puisqu'il fallait qu'on vérifie que l'ensemble des preneurs de fonds fournissent les mêmes documents, etc., que les actionnaires initiaux. Donc ça a pris un petit moment, et l'opération a été autorisée à l'été 2023, conformément aux stipulations de l'annexe 16. Donc c'était en tout cas, alors transparent, vous revenez souvent sur la question de la transparence. Pour le concédant, c'était transparent. Et d'une certaine manière, ils ne sont pas arrivés après la signature avec une opération dont on n'aurait jamais entendu parler. Et d'ailleurs, on en avait même défini dans le contrat les conditions. L'annexe 16 est un document qui est public modulo les opérations qui sont grisées par le secret des affaires. Alors je ne sais pas d'ailleurs si cette disposition, la partie littérale de l'annexe 16 qui dit que dans la limite de, alors je ne sais pas si les 10% sont grisés, je ne sais plus, je sais plus si on grisés ou pas. Enfin du coup cette partie en tout cas apparaît dans l'annexe 16. Enfin il n'y a pas de, on n'a jamais voulu faire de mystère sur ce sujet. Après le fait de communiquer que les actionnaires du concessionnaire, que NGE communiquent ou pas avec les entreprises sur donc donne une dimension publique volontariste à cette ambition. Enfin ça les regarde, ça me regarde pas.